Bonjour. Alors, dans les vidéos qui viennent, nous allons aborder le théorème de Gauss et on va d'abord commencer par une approche un peu intuitive du théorème, pour comprendre un petit peu les mécanismes qu'il y a derrière. Et pour ça, dans cette vidéo aussi, je vais vous parler de deux coïncidences qui nous font penser qu'il y a quelque chose en dessous. Alors, commençons donc par imaginer qu'on a un point M qui porte une charge Q et que autour de ce point, je me dis que j'aimerais bien calculer, puisqu'on a appris à calculer, ou du moins on a appris ce que c'était qu'un flux, on se dit qu'on aimerait bien calculer le flux à travers une surface que je connais bien, qui est une sphère. Donc on a une sphère et une charge qui est au centre ici. C'est une charge ponctuelle. On veut calculer le flux à travers l'ensemble de cette surface. Du coup, ça va nous apprendre un petit peu à calculer, à utiliser les définitions qu'on a déjà eues plus tôt. Donc, alors, si on considère un point P et que, ici, qui est sur la sphère, le champ qui va être créé en P, le champ électrostatique, va être dirigé vers l'extérieur de la sphère, comme ça. Ça, il est radial, donc la distance qui le sépare ici qui sépare M de P, je vais l'appeler R, et je me mets en coordonnées sphériques. Donc le champ E en P, je peux le calculer. Il va s'écrire, ça c'est le cours du premier semestre, Q sur 4pi epsilon 0 R2, et il faut que je lui donne un vecteur unitaire. Et vous voyez que le vecteur unitaire, je vais l'appeler UR. Donc maintenant, si on veut calculer un flux, il faut qu'on calcule un flux à travers une surface. À travers une surface. D'abord, on va calculer le flux élémentaire, c'est-à-dire le flux infinitésimal, à travers une surface qui sera infinitésimale elle aussi, autour du point P. Donc la surface que j'ai dessinée ici, c'est une surface qui est infinitésimale, donc au point P. Si je dessine le vecteur, vous vous souvenez, pour calculer le flux, il nous faut le vecteur qui est le vecteur ds. Ce vecteur ds, il est égal à ds fois le vecteur n. Le vecteur n, que je ne vais pas dessiner parce que ça surchargerait le dessin, c'est tout simplement le vecteur unitaire qui est le long, qui est radial, qui est normal à la surface ds. Et donc, le vecteur n, ce vecteur n, il se trouve que il est égal à UR. Si on regarde bien le dessin, UR et ds vont être collinéaires, et comme n, donc UR et n sont collinéaires, et comme n et UR sont des vecteurs unitaires, en fait, n, le vecteur n qui serait ici, c'est un vecteur qui est le même que UR, il suffit de déplacer UR. Donc en fait, oui, j'ai oublié de dire, UR, c'est ni plus ni moins que le vecteur radial UR dans la base sphérique, UR Uθ Uφ. Ici, c'est... Donc c'est la base locale. Si je la dessine, je ne vais pas la dessiner parce que, encore une fois, ça surchargerait le dessin. Mais, vous voyez, UR serait comme ça. Et donc, si on veut faire calculer le flux des phi, il va être égal à quoi? Je veux calculer le flux du champ E au point P. Je veux calculer le flux du champ E au point P à travers la surface ds. Donc c'est E de P, produit scalaire, attention, avec ds. J'insiste, vous avez un vecteur là, c'est forcément un produit scalaire ou un
produit entre deux vecteurs. Donc le résultat me donne un scalaire qui est défi. Donc si j'exprime E en fonction de l'expression de E qu'on a au-dessus, ça me fait Q sur 4pi epsilon 0 R2, et puis le ds, qui est ce ds-là, je le mets devant. Je mets de côté tout ce qui est vecteur, donc U, ce qui reste comme vecteur, c'est U scalaire n. Et donc U scalaire n, puisque UR et n c'est la même chose, UR scalaire n, UR et n c'est la même chose, donc ça c'est égal forcément à 1, et U et n ayant la même longueur 1, la même norme 1. Pour être un petit peu plus précis, on peut écrire UR. On peut écrire UR comme étant MP, le vecteur MP, divisé par la norme de MP. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est sommer, puisqu'on va avoir le flux complet à travers toute la surface, il faut sommer les flux à travers toutes les petites surfaces infinitésimales qui sont là, qui représentent l'ensemble des... toutes les surfaces. L'ensemble de la surface de la sphère. Donc, ça veut dire, si j'écris les choses, il faut calculer le flux sur l'ensemble de la sphère. Donc ça fait le flux total. Donc c'est l'intégrale sur l'ensemble de la surface de la sphère, de Q sur 4pi epsilon 0 R2 fois ds. Vous voyez, il n'y a plus de vecteurs là, puisque les vecteurs, ils ont été mangés dans le produit scalaire. Et donc je peux sortir, si je regarde un petit peu plus précisément Q et 4pi epsilon 0 R2, il n'y a rien là-dedans qui dépend de la position du point P. Hein. Pourquoi? Parce qu'ici, vous voyez, sur ce dessin, quel que soit le point où vous vous mettez sur la sphère, la distance entre le point en question et le centre, c'est le rayon de la sphère. Donc le rayon R, ici, il est indépendant de la position du point M, et donc je peux sortir Q, R, 4pi epsilon 0 évidemment, de l'intégrale, ce sont des constantes, pour chacun, puisqu'on intègre sur chacun des points sur la sphère. Et donc l'intégrale ici, intégrale sur S de ds, qu'est-ce que c'est quand on réfléchit un petit peu? C'est la somme de tous les petits éléments infinitésimaux ds qui forment finalement l'aire de la sphère totale, c'est-à-dire que l'ensemble, c'est, je vais pas faire le calcul compliqué avec l'intégrale sur l'ensemble des coordonnées, ça semble assez naturel d'écrire que c'est l'aire de la surface de la sphère, c'est-à-dire 4pi r au carré. Donc si je continue de faire mon calcul, donc vous voyez, je peux éliminer le 4pi, je peux éliminer le r au carré ici, et il me reste Q sur epsilon 0. Alors déjà, en soi, c'est un résultat qui est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il ne dépend pas, quand on réfléchit un petit peu, il ne dépend pas du tout du rayon de la sphère. Il dépend que de la charge et d'une constante fondamentale epsilon 0. Bon. Alors ça, c'est déjà pas mal, ça veut dire que je peux mettre n'importe quelle sphère, absolument n'importe quelle sphère, ça ne va pas dépendre du rayon de cette sphère, à condition qu'elle soit, dans notre calcul, qu'elle soit centrée sur la charge en question. Bon. C'est une première conséquence. Première conséquence, on lève un sourcil quand on voit un résultat aussi simple. Les physiciens normalement constitués. Je vais maintenant considérer un cylindre. Alors un cylindre fermé, ce que j'appelle un cylindre avec des bouchons. Je vous explique. Je vais considérer, alors au départ, je vais considérer un fil chargé, voilà, infini, chargé, et je vais considérer un cylindre dont l'axe est le fil en question. C'est une surface, ah oui, j'oubliais de dire, c'est une surface complètement
complètement virtuel, hein. Si on imagine une surface, c'est pas une surface qui est matérielle, c'est une surface comme la sphère de tout à l'heure, c'est pas une surface matérielle, c'est une surface en quelque sorte virtuelle. Voilà, alors cette surface, elle entoure, virtuellement, hein, elle entoure le fil qu'on voit en pointillé en dessous. On le voit en pointillé, mais c'est parce qu'il est caché par la surface en question. Et je me demande quel est le flux du champ électrostatique créé par le fil à travers cette surface. Donc je vais faire le même calcul que tout à l'heure avec la sphère. Ce que je vais faire, c'est que alors, il faut déjà que j'ai le champ produit par le fil en question. On peut montrer, alors je ne vais pas le faire, mais on peut montrer que le champ E créé en un point M quelconque va s'écrire lambda, qui est la densité linéique de charge lambda, le champ, on montre qu'il est égal à lambda sur 2pi epsilon 0 r fois le vecteur Uro. Qu'est-ce que c'est? Alors là, on n'est plus en coordonnées sphériques, on est en coordonnées cylindriques. La distance, le rayon r, c'est le rayon du cylindre. Autrement dit, c'est la position, la distance du point M, imaginons que le point M soit ici, la distance du point M à l'axe du fil, et le vecteur Uro, c'est tout simplement le vecteur unitaire qui est perpendiculaire au fil. Enfin, oui, c'est ça, qui est radial, normal au fil. Si vous préférez, si on se met dans un plan qui couperait le fil perpendiculairement, eh bien, on serait dans ce plan, dans une base polaire. Hein. Alors, pour l'instant, je le dessine comme ça. Donc, c'est pas un vecteur UZ ou je sais pas quoi. D'ailleurs, tiens, le UZ, on va le mettre ici. Le vecteur Z, l'axe Z, on va le mettre sur le fil. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est aussi vrai si je mets un point qui serait ici sur un bouchon, ce que j'ai appelé un bouchon. Imaginons qu'il y a un point ici. La distance, on va l'appeler R'. Et le vecteur que je n'ai pas tracé, le vecteur champ électrostatique, on montre qu'il est radial. Vous voyez, puisqu'il dépend uniquement de Uro. Enfin, en termes de direction. Ici, c'est pareil. Le champ E, il serait ici, comme ça. Bien. Une fois qu'on a ça, on se dit, j'aimerais bien calculer le flux sur cette surface, qui est une surface fermée, dans l'occurrence, fermée parce que j'ai un cylindre et puis j'ai des bouchons ici. Alors, j'ai un bouchon ici et j'ai un bouchon derrière que je ne vois pas. Juste pour que ce soit clair, imaginons qu'on ait un morceau une surface infinitésimale ou un point qui serait ici. Vous voyez que là, je suis en perspective. Hein. Ici, voilà la distance qui est là. Ce serait aussi une distance R. Il vient vers nous. Hein. Un petit peu, il est en oblique là, vers nous. Et donc là aussi, le champ E serait radial et aurait la même... Alors, forcément, puisque ça dépend ici, la valeur du champ ne dépend que de R, il aurait exactement la même intensité que ce champ-là. Encore une fois, celui-là, il faut le voir en perspective, il vient vers nous. Il est, si vous voulez, le point M qui est ici, ou le point P, appelons-le M', qui est ici, serait un point qui serait sur le cylindre. Et donc Uro serait comme ça. Alors, si je dessine, juste pour que ce soit, là aussi ce soit clair, si je dessine le fil en coupe et le cylindre,
les vecteurs E vont se trouver radial, je ne sais pas comment on dit, comme ça. Et ils auront tous la même intensité pour chacun des points. Pour tous les points, en fait. Il faudrait le faire sur l'ensemble du cylindre. Dernier point, si maintenant je regarde les petites enfin, avant-dernier point, avant le calcul, si je regarde maintenant les surfaces élémentaires, je vais en avoir une ici, comme ça, qui viendrait vers nous. Je vais en avoir ici une sur le haut. Je vais en avoir une comme ça ici. En fait, j'en ai une infinité, évidemment, sur l'ensemble du cylindre. Ici, je pourrais les tracer que sous forme de coupe, enfin en coupe, chacune des petites surfaces élémentaires ds infinitésimales. Si je regarde maintenant, je fais le calcul. Le calcul, c'est le suivant. Alors, première chose, quand on réfléchit, on va poser le calcul. Toujours pareil, le flux. Alors maintenant, on ne va pas passer par l'étape de flux infinitésimal. On va dire simplement que le flux, il est égal à l'intégrale de tous les flux élémentaires sur le cylindre. Donc ça va être E scalaire ds, et le cylindre est un cylindre fermé. Voilà. Alors, il y a juste une chose, c'est qu'une intégrale, c'est quelque chose qui est linéaire. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, regardez ici, si je veux faire l'intégrale sur je vais séparer mon intégrale en deux. L'intégrale, je vais d'abord je vais aussi la faire sur les bouchons, sur chacun des deux bouchons, et indépendamment sur le cylindre, le corps du cylindre. Alors donc, je vais dire que je vais séparer en gros mes intégrales en deux intégrales, l'une sur le cylindre, l'autre sur les bouchons, et je vais regarder le vecteur, l'orientation du vecteur ds. Je vais dire que, comme tout à l'heure, ds, pour chacun des points auxquels on est en train de s'intéresser, ds va être égal à la valeur de l'air élémentaire, enfin infinitésimale, multipliée par le vecteur n, qui est le vecteur normal à la surface. Voilà. Le flux, donc, je peux l'écrire maintenant. Alors, avant de l'écrire, je remarque une chose. C'est que ici, si vous regardez cette configuration-là, vous voyez que le champ E, il est toujours radial. Lui, il n'a pas de raison pour tous les points qui sont sur la surface ici, pour tous les points de la surface. Le champ E est radial. Et le vecteur ds, il est normal à la surface, comme il se doit. Mais donc ça veut dire que E produit scalaire avec ds, deux vecteurs qui sont normaux, leur produit scalaire est nul. Et donc, je peux écrire que sur les bouchons, E est perpendiculaire à ds, donc E scalaire ds est nul, et donc l'intégrale sur les bouchons est nulle. Donc on a juste besoin de s'occuper de l'intégrale sur la surface du cylindre. Faisons ça. Alors, donc on va s'intéresser à ça, on va expliciter un petit peu ce flux. Ça donne. Je reviens à mon dessin. Observez que ici, le U rho maintenant, qui est mon vecteur n en fait, qui est le vecteur qui dirige ds aussi, enfin qui dirige E, mais qui dirige aussi ds, puisque U rho est toujours normal à la surface du cylindre. Il sera toujours comme ça, le vecteur unitaire qui est normal à la surface. Et donc, vous voyez aussi que là, ds et E sont, cette fois-ci, collinéaires, puisque U rho et n sont finalement le même vecteur. J'ai explicité ce que c'était que E scalaire ds, c'est l'expression de E multiplié produit scalaire avec l'expression de ds, et ds
je peux le passer devant parce que c'est juste un scalaire. Et donc, U rho scalaire n, c'est toujours égal à 1, puisque U rho et n sont en fait le même vecteur. Et donc, le flux s'écrit comme l'intégrale sur la surface du corps du cylindre de l'amplitude de E ds multiplié par du champ E au point qui nous intéresse à un moment donné de l'intégrale, un endroit donné de l'intégrale, multiplié par ds, qui est le petit élément de surface infinitésimale, ou du moins l'aire du petit élément de surface infinitésimale. Et donc maintenant, je peux écrire phi, parce que je me rends compte que ici, R, c'est toujours pareil, sur le cylindre, le rayon est toujours le même. Quel que soit le point du cylindre que vous prenez, le rayon sera toujours le même, vu la position des points sur le cylindre. Et donc, dans mon intégrale, vous voyez que le R, qui est ici, ben, il dépend pas, enfin, l'intégrale ne va pas dépendre, ça va être une constante. Donc, je vais pouvoir, lambda aussi, donc je vais pouvoir sortir toute cette expression de l'intégrale. Et donc, lambda sur 2pi epsilon 0 r, je l'ai sorti, il me reste l'intégrale de ds. Mais qu'est-ce que c'est physiquement ou mathématiquement l'intégrale de ds? C'est la somme de tous les morceaux. Alors je peux en tracer, ou du moins donner une idée de ce que ça donne. Voilà, tous les morceaux, je vous en mettez autant que vous voulez, partout. Enfin, il faut couvrir l'ensemble du cylindre comme ça. C'est ça que fait une intégrale. En fait, la somme de l'aire de chacun de ces morceaux élémentaires. Et donc le résultat, c'est que ça, c'est ni plus ni moins que l'aire du cylindre. Et qu'est-ce que c'est que l'aire d'un cylindre? L'aire d'un cylindre, si vous avez la circonférence de votre cercle, circonférence du cercle, la circonférence c'est 2pi fois le rayon, circonférence du cercle ici, et la longueur, on en a besoin, la longueur, je vais l'appeler L. Et donc la surface, l'aire de la surface du cylindre, c'est 2πr, c'est en gros la circonférence ici, et puis vous la baladez sur l'ensemble de la longueur R. En mécanique, on dirait que c'est une extrusion. Vous la baladez, donc vous tirez cette courbe, vous la tirez comme ça, sur une longueur L, et vous obtenez le cylindre. Donc c'est tout simplement 2πr multiplié par L. Ça, c'est à savoir, pas le 2πr fois L, mais la façon dont on y est arrivé. Et donc, l'aire du cylindre, ben, c'est tout simplement ça, c'est-à-dire lambda sur 2pi epsilon 0 r fois grand L. Alors, fois grand L fois 2pi r. Voilà. Et là, vous voyez que je peux facilement éliminer le 2pi, éliminer le r, tiens, et donc j'obtiens le résultat suivant, lambda L divisé par epsilon 0. Alors on se dit, ouais, c'est sympa, c'est bien. Sauf que, encore une fois, quand je réfléchis un petit peu physiquement, qu'est-ce que c'est que lambda fois L? Ben, lambda fois L, c'est la distance, la longueur du cylindre ici, c'est L. Voilà. Et donc, si on réfléchit, c'est aussi la longueur du fil qui est à l'intérieur du cylindre. La partie de fil qui est à l'intérieur du cylindre. Et si je multiplie cette longueur par lambda, qui est la densité linéique de charge, eh ben j'obtiens la charge totale contenue dans le cylindre. Donc en fait, ça, c'est Q, c'est la charge totale contenue. C'est la charge totale contenue dans la surface S. Phi peut s'écrire comme étant Q sur epsilon 0. Alors ça, par contre, donc on a trouvé un autre cas qui est complètement différent de la sphère de tout à l'heure, pour lequel le flux
du champ électrique créé par les charges à l'intérieur de la surface donne Q sur epsilon 0. C'est assez remarquable. C'est assez remarquable et c'est ça qu'on va complètement généraliser. En fait, on va montrer, le théorème de Gauss, il vous dit que ce résultat, en fait, il est complètement généralisable, quelle que soit la surface, la forme de la surface que vous prenez, quelles que soient les charges et où que vous les mettiez à l'intérieur de votre surface, vous obtenez exactement le même résultat, Q sur epsilon 0. Et c'est ça qu'on va utiliser après pour déterminer le champ, à partir, si on connaît le flux, puisqu'on connaît le flux, le champ à partir dans des configurations un petit peu particulières. Un petit peu particulière parce que c'est là où le flux sera le plus facile à calculer. Si vous arrivez à calculer phi facilement, eh ben vous saurez calculer, vous saurez en extraire, si vous voulez, une valeur du champ. Donc on verra ça dans la vidéo suivante.